Étranger. Je me souviens de l'instant précis où j'ai compris que mon mariage était une imposture. Il ne s'agissait pas d'un événement théâtral, comme surprendre Barbara en flagrant délit avec un autre homme, même si cela a fini par arriver, à sa manière. Non, c'était bien plus banal. Un appel téléphonique ordinaire depuis un lit d'hôpital, ma jambe en traction, des tubes insérés dans mes poumons, et une douleur lancinante et persistante qui me rappelait à chaque respiration que je n'étais qu'à quelques centimètres de ma propre mortalité. Salut, chérie. Les médecins indiquent que je suis stable maintenant, mais je serai handicapé pendant un certain temps. Ne t'inquiète pas de venir aujourd'hui, mais peut-être demain. Amen, gage si possible. Ce n'est pas un spectacle attrayant, mais j'aimerais vous voir tous les deux. Ma voix tremblait, plus à cause des médicaments que de l'appréhension, mais il y avait une véritable pointe de désespoir. J'avais passé 3 jours à l'hôpital suite à l'effondrement d'une poutre de soutien sur moi au travail. Ma jambe était brisée, 2 côtes fracturées, et un poumon perforé avait presque mis fin à mon existence. J'étais désorienté, sous médicaments et accroché à toute semblance de normalité. La réponse de Barbara, l'essence est chère. Tu ne vaux pas le déplacement pour le moment. Soit tu meurs vite, soit tu guéris rapidement. Je suis las de l'entre-deux. Elle a dit cela textuellement, mot pour mot. L'âpreté cruelle a mis une seconde entière à s'enregistrer. J'ai supposé qu'elle plaisantait, mais j'ai ensuite détecté des rires en arrière-plan. Un rire aérien qui ne ressemblait en rien à la femme que j'avais épousée. Son téléphone devait être sur haut-parleur, car la voix de Gage a résonné soudainement, forte et monocorde. Tu ne nous manques pas. Puis l'appel s'est terminé. J'ai regardé le téléphone, le cœur battant comme si j'avais couru un marathon avec un seul poumon. C'était l'indication initiale que quelque chose n'allait vraiment pas. Certes, peut-être que Barbara était stressée, mais cela dépassait le simple stress. C'était de la pure méchanceté. Mon beau-fils, qui semblait autrefois m'idolâtrer. C'était également une cruauté méconnaissable émanant de lui. Puis, aussi rapidement qu'ils étaient apparus, ils étaient partis, m'abandonnant seul dans un lit d'hôpital à me demander comment les personnes que je chérissais le plus pouvaient prononcer quelque chose d'aussi abject. Au moment où j'ai rétabli le contact avec elle, près de 4 jours plus tard, elle semblait s'être installée dans un nouveau récit. « Écoute, ne m'en veux pas » a-t-elle dit d'un ton léger, comme si mes blessures étaient insignifiantes. « Tu es hors service depuis presque une semaine. Gage a des obligations scolaires. Le lave-vaisselle fuit, et en pratique, l'essence coûte 5 $ le gallon. » Elle a ri. « Il faut presque 1 heure pour atteindre ton hôpital. Nous sommes occupés ici. » Occupés, en effet. Comme elle ne s'est jamais manifestée, j'ai eu amplement le temps de ruminer ce mot, occupé. Il était plus simple pour elle de regarder des émissions de télé-réalité, de rencontrer des amis et de maintenir son calendrier social que de prendre des nouvelles de son mari, qui avait failli mourir. Les jours se sont transformés en semaines. J'ai subi plusieurs opérations à la jambe. J'appréhendais chacune d'elles, non pas pour la douleur, mais parce qu'à chaque fois que je sortais de l'anesthésie, j'espérais voir Barbara à mes côtés. Peut-être que cette fois, elle reviendrait à la raison. Mais elle ne l'a jamais fait. Quand j'ai finalement contacté ma sœur Bernice, elle a dit « Everett, tu dois faire face à la réalité. » Je suis passé devant la maison ce matin et j'ai vu un SUV noir garé devant. Barbara n'était pas au travail. Gage était toujours à l'école. Tu crois qu'elle est la seule? Mon cœur s'est serré. De plus, a continué Bernice, j'ai vérifié le compte joint comme tu l'as demandé. Quelques milliers de dollars. C'est simplement parti. En fait, bien plus que quelques milliers. Elle a hésité. Plutôt 6 000. Transférés au cours des 2 dernières semaines, plus des dépenses dans une bijouterie. C'était la première fois que j'entendais parler de Silvio, bien que je ne le connaissais que par des aperçus, des rumeurs, la possibilité d'une connaissance accordant de l'attention à Barbara. J'étais tellement embrumé par les médicaments et meurtri par les suites de l'accident qu'il m'a fallu un certain temps pour réaliser. Ma femme avait probablement une liaison. Elle était également déterminée à épuiser nos finances, et si ces appels téléphoniques étaient une indication, elle avait espéré que je mourrais dans cet hôpital afin de pouvoir toucher une assurance vie sans avoir à subir un divorce pénible. Mais j'ai survécu, et cette survie m'a donné le temps de réfléchir. Une infirmière nommée Tessa était le seul point positif dans ce cadre lugubre. Elle me nourrissait de coupes de pudding supplémentaires et s'asseyait parfois pendant ses pauses, me permettant de décharger la colère tourbillonnante dans mon esprit.
Je ne lui ai jamais révélé toute l'étendue de l'histoire, mais elle a dit doucement, on dirait que tu prépares quelque chose. Si c'est le cas, fais-le en toute sécurité. Ne mets pas ta santé en danger. Donne-toi le temps de récupérer. J'ai hoché la tête, ne faisant pas entièrement confiance à ma capacité à dissimuler à quel point je me sentais vengeur. 2 mois à l'hôpital, c'est une éternité. La kinésithérapie a transformé mes muscles en les réactivant, mais elle m'a aussi insufflé un but. Chaque jour, je gagnais en force, en mobilité. J'ai informé les médecins que je sortais contre leur avis médical. Ils ont protesté. J'ai eu gain de cause. Ma sœur est venue me chercher, me fourrant presque sur la banquette arrière pour que ma jambe reste tendue. Nous avons laissé l'hôpital derrière nous, toute mon amertume et mon chagrin entassés dans cette voiture comme des bagages supplémentaires. Où t'emmène-je ? A demandé Bernice. Je lui ai donné l'adresse d'un hôtel de milieu de gamme avec des séjours longue durée de l'autre côté de la ville. Elle m'a fixé du regard. Es-tu sûr de ne pas vouloir rentrer à la maison ? J'en suis sûr, ai-je répondu. La maison n'est plus un foyer. Elle n'a pas insisté. À notre arrivée à l'hôtel, elle m'a aidé à m'enregistrer, à porter mon sac, s'est affairée comme une poule couvant ses œufs. J'ai fini par lui dire à voix basse, peux-tu te faufiler dans la maison à un moment donné ? Récupère mon ordinateur portable, quelques vêtements, des documents personnels. Attends que Barbara soit au travail ou quelque chose comme ça. Les yeux de Bernice ont étincelé d'une colère protectrice. Absolument. J'avais encore très mal et je boitais avec le déambulateur, mais la colère qui bouillonnait en moi me donnait une énergie étrange. J'ai commencé à passer des coups de fil, gelé nos cartes de crédit communes et ouvert un nouveau compte bancaire à mon nom uniquement. Je ne pouvais pas tout extraire. Je voulais le faire légalement, ou du moins en partie, mais j'ai immédiatement transféré la moitié des fonds de notre compte courant sur mon compte privé. La moitié à laquelle j'avais droit. L'étape suivante a été d'embaucher un avocat. Cela a pris quelques jours, mais j'ai trouvé un type nommé Reggie, recommandé par un ami. Il était spécialisé dans les divorces avec des finances compliquées. Il est venu dans ma chambre d'hôtel après que je l'ai mis au courant. Il a laissé échapper un long élan sifflement. Elle vous a dit de mourir, a-t-il demandé en haussant un sourcil. Elle est avec ce type, Silvio ? C'est l'essentiel, ai-je dit. Il a acquiescé d'un air sombre. J'ai vu des situations difficiles, mais c'est une nouvelle. Déterminons vos angles d'attaque. La maison est aux 2 noms, correct ? Je lui ai expliqué que je l'avais achetée avant notre mariage, mais Barbara avait insisté pour un refinancement afin de s'inclure. Donc, oui, financer conjointement maintenant. Reggie prenait des notes. Puis j'ai ajouté, je veux la vider pendant qu'elle est absente. Si j'ai bien compris, elle prévoit une escapade à Nashville prochainement. Reggie m'a regardé avec prudence. Vous réalisez que cela va sérieusement envenimer les choses. Êtes-vous prêt ? J'y ai pensé, ai-je dit, bien que je n'ai fait que penser à cela depuis des semaines. Prêt ou non, c'est ce que je veux faire. Je ne laisserai rien derrière moi de ce que j'ai acheté. Si la maison est à moitié à moi et que les possessions sont à moitié à moi, je prends ma moitié. Je me fiche qu'elle rentre à la maison et trouve un salon vide. Il a haussé les épaules. Tant que tout ce que vous enlevez est soit à vous, soit considéré comme faisant partie d'un partage équitable, nous pouvons le faire dans les règles de l'art. C'était précisément ce que je comptais faire. Le voyage de Barbara à Nashville était quelque chose que j'avais appris grâce aux réseaux sociaux de Gage. Il a posté un selfie portant une tenue hors de prix, avec la légende « Je pars à Nashville pour le week-end avec maman. J'ai hâte. » Quel culot. Elle n'était pas venue me voir à l'hôpital, mais elle pouvait certainement gaspiller des centaines de dollars pour un week-end. C'était l'occasion idéale pour passer à l'action. Bernice a confirmé que Barbara et Gage partiraient le vendredi matin et reviendraient le dimanche soir. Cela me laissait le samedi pour m'occuper de tout. J'ai réservé une entreprise de déménagement local et j'ai expliqué quels articles devaient être emportés. Cela comprenait tout ce que j'avais personnellement acheté. L'ensemble du salon, la table de la salle à manger, mes principaux appareils électroniques, tout mon atelier, mes outils, et même le chien, Curtis, qui était légalement pucé à mon nom. Ensuite, la moitié des biens communs, soigneusement documentés avec l'aide de Reggie, afin de ne pas m'exposer à des accusations de vol. Ses fournitures de loisirs créatifs personnels et ses biens purement personnels restaient sur place, de même que les affaires personnelles de Gage, à l'exception de la console de jeu que je lui avais achetée à Noël dernier.
Le samedi matin est arrivé. Bernice est venue me chercher à l'hôtel à midi. À ce moment-là, j'utilisais des béquilles. Nous nous sommes garés au coin de la rue pour que les voisins ne me voient pas et ne préviennent pas Barbara. Le camion de déménagement est arrivé à l'heure prévue. J'ai boité à l'intérieur, le cœur battant à cause de cette impression d'intrusion, même si c'était ma propre maison. Ou ma moitié, en tout cas. Franchir cette porte d'entrée était surréaliste. Au bout du couloir, tout semblait plus propre que dans mon souvenir, rangé, presque mis en scène. Je suppose qu'elle voulait impressionner Silvio ou ses autres amis. Curtis, mon golden retriever, s'est précipité vers moi avec une explosion d'aboiements et une queue qui remuait. S'il y avait une étincelle de bonheur dans toute cette épreuve, c'était ce chien, qui me sautait dessus, ignorant mes béquilles, désespéré de me couvrir de baisers de chien. Il gémissait et tournait en rond comme s'il ne pouvait pas croire que j'étais réel. Je l'ai serré dans mes bras, enfouissant mon visage dans sa fourrure, inhalant cette odeur de chien si particulière. Aussi chaotique que tout ait été, au moins Curtis me manquait. Les déménageurs n'ont pas perdu de temps. Ils ont commencé à emporter le canapé, la table basse, les chaises de mon bureau, tout ce que j'avais marqué sur la liste d'inventaire que Reggie m'avait aidé à compiler. J'ai sauté de pièce en pièce, indiquant ce qui devait partir et ce qui restait. Ma poitrine s'est serrée quand je suis passé devant la chambre. Le lit dans lequel j'avais dormi avec Barbara pendant 8 ans nous appartenait à tous les deux, il fallait donc le partager. Nous l'avions acheté avec un compte joint. Parfait, tout autant. J'ai pris le cadre. Elle pouvait garder le matelas. Cela pouvait sembler mesquin, mais je ne laissais rien derrière qui puisse l'obliger à élaborer une nouvelle configuration. À mi-chemin, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de Gage. J'étais à moitié tenté de tout laisser par valeur sentimentale. Il était encore un enfant, même s'il était devenu toxique. Mais je continuais d'entendre cette voix narquoise au téléphone. Tu ne nous manques pas. Ce souvenir était encore à vif, mais une partie de moi reconnaissait qu'un adolescent de 16 ans n'invente pas ça tout seul. Barbara était probablement derrière tout ça. Mais on ne peut pas désentendre des mots. J'ai pointé la console que je lui avais achetée, plus l'écran auquel j'avais contribué, le lit, la commode, les vêtements que je leur avais laissés. Il aurait un endroit où dormir. Je ne le mettais pas à la rue, mais il n'allait certainement pas garder un système de jeux coûteux acheté par moi. Qu'il apprenne que les actions ont des conséquences. À 6 heures du soir, le camion de déménagement était chargé. La maison, autrefois remplie de photos, de meubles, de bric-à-brac, semblait maintenant raisonner, un squelette de ce qu'elle était, en réalité. Entre les possessions de Barbara et les objets personnels de Gage, il restait encore une quantité décente, mais les espaces de vie essentiels étaient vidés. Le salon était vide, à part un tapis solitaire que Barbara prétendait autrefois être une antiquité, mais qui provenait en fait d'un magasin à rabais. La salle à manger était nue. Dans le garage, tout mon atelier avait disparu, ne laissant derrière que quelques étagères abîmées et de vieux pots de peinture. À l'étage, j'avais pris tout le dressing principal pour lequel j'avais payé au fil des ans. Mes costumes, ma liseuse électronique, ma part des étagères à chaussures. Les vêtements et la table de maquillage de Barbara étaient intacts. Et bien sûr, j'ai pris Curtis. C'est tout ? A demandé l'un des déménageurs, en sueur après plusieurs allers-retours. Juste une dernière charge, ai-je répondu. Emballer toute la nourriture pour chien. Elle est à moi. Les reçus prouvent que j'ai payé. C'était peut-être excessif, mais je m'en fichais. C'était fini. Bernice a suivi le camion pendant tout le trajet jusqu'à mon nouvel appartement, un modeste 2 pièces au rez-de-chaussée, parfait pour ma lente guérison. Regarder les déménageurs déchargés dans mon nouveau logement a déclenché une pointe de culpabilité. Je n'avais pas l'habitude d'agir de manière aussi froide, aussi vengeresse. Mais chaque fois que je me remettais en question, je me souvenais de cet appel téléphonique. Meurs vite ou guéris rapidement. Pas de visite à l'hôpital, des milliers qui s'évaporent de notre compte joint. Et, pire que tout, les escapades de Barbara avec Silvio. Ce n'était pas un malentendu innocent. Elle m'avait effectivement abandonné, alors j'en avais fini de la plaindre. Nous avons terminé vers 8 heures du soir. Curtis errait dans l'appartement, reniflant les coins et les recoins du couloir, la queue hésitant de confusion. J'ai installé son panier près de la fenêtre du salon. Il s'est effondré avec un soupir. Ma sœur est restée jusqu'à près de minuit, m'aidant à ouvrir quelques cartons essentiels, assiettes, literies, serviettes.
Puis elle m'a quitté, seule dans cette nouvelle réalité. Le dimanche soir, les SMS ont commencé à affluer. Je les ai ignorés au début. Au moment où j'ai allumé mon téléphone, il vibrait si intensément qu'il a failli tomber de la table. Barbara avait laissé un flot de SMS. Où est passé tout notre bordel? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi la maison est-elle pratiquement vide? Tu ne peux pas faire ça, Everett. C'est illégal. Je les ai parcourus. Aucun signe de remords, d'inquiétude pour ma santé ou de préoccupation quant à la façon dont je gérais la situation après l'accident. Seulement des plaintes concernant des objets. J'ai rangé mon téléphone et j'ai essayé de dormir, mais je n'ai dormi que quelques heures avant que la curiosité ne prenne le dessus. Bernice m'avait envoyé une vidéo de sa propre caméra de sonnette. On y voyait Barbara se tenir sur mon ancienne pelouse devant la maison, hurlant dans la nuit, sa voix résonnant dans le quartier calme. Il a tout pris. Mon mari m'a volé comme un voleur dans la nuit. Elle avait l'air dérangée, les cheveux crépus par le voyage, portant une robe courte à paillettes qui aurait peut-être été parfaite pour faire la fête à Nashville, mais qui paraissait absurde sur une pelouse de banlieue. La cerise sur le gâteau. Elle a crié. Il a même pris ce putain de chien. C'est mon chien. Le chien qu'elle nourrissait à peine. Le chien qui se recroquevillait quand elle criait. Le chien que je promenais, baignais, né et que j'ai fait micropucer. J'ai laissé échapper un rire sans humour, puis j'ai éteint à nouveau mon téléphone. Si Barbara voulait parler, elle pouvait passer par Reggie. J'avais besoin de me reposer. Le lundi est arrivé avec une surprise inattendue. Je me traînais dans mon appartement avec des béquilles quand on a frappé. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Gage debout avec un regard renfrogné. Il portait des écouteurs autour du cou et me regardait d'un air furieux, comme s'il était en colère d'avoir même fait le déplacement. J'ai cligné des yeux. « Comment tu m'as trouvé ?» Il haussa les épaules. « GPS. Maman a noté ton adresse après avoir engagé un détective privé ou quelque chose comme ça. Écoute. » Il hésita. « J'ai besoin du mot de passe de la console, celui que tu as pris dans ma chambre. » J'ai failli éclater de rire. « Tu plaisantes, j'espère ? » Elle est à moi, insista-t-il. Tu ne peux pas faire ça. J'ai besoin de mes jeux, surtout après toute la merde que tu viens de faire. Maman est en panique. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je vive dans cette maison sans rien d'amusant. Je serrai mes béquilles pour ne pas perdre l'équilibre à cause de la colère. Regarde autour de toi, Gage. J'ai désigné les cartons empilés derrière moi. Je sors à peine de l'hôpital et j'ai une jambe amochée. Ta mère n'est jamais venue une seule fois. Toi non plus. Vous m'avez tous les deux dit que vous vous fichiez de savoir si je mourrais. Et maintenant, tu te pointes pour exiger un mot de passe. Ouais, eh bien, dis-je. Je ne t'ai pas manqué parce que maman m'a dit de le faire. Je n'ai pas à me justifier, mais bon. Donne-moi le code, sinon tu paies pour que je la remplace. Je m'en fiche. Ma tension artérielle monta en flèche. Remplace-la toi-même. Je ne te donnerai pas un centime, et tu ne touches pas à ma console. Passe à autre chose. Il laissa échapper un rire moqueur, comme s'il était inconcevable que je ne cède pas. Tu vas regretter de t'en prendre à ma mère, prévint-il, puis il fit volte-face et s'éloigna en trombe. Je fermai la porte, le cœur battant à tout rompre. C'était horrible de réaliser que le gamin attentionné à qui j'avais appris à pêcher et avec qui j'avais cloué des planches dans une cabane dans les arbres s'était transformé en ce morveux insouciant et prétentieux. Au moins, cette rencontre m'a apporté de la clarté. Je ne devais plus rien à Gage. Barbara l'avait transformé en une version miniature de son être manipulateur. 2 jours plus tard, je suis tombé sur Silvio sur le parking du supermarché, de tous les endroits possibles. Nos regards se sont croisés par-dessus le capot de ma voiture alors qu'il sortait avec une miche de pain et quelques courses. Mon esprit a été traversé d'images, lui qui se faufilait autour de ma maison, lui probablement dans le lit que j'ai partagé autrefois avec Barbara. Mes poings se sont serrés, mais il a semblé surpris, ajustant le sac sous son bras. Everett. Eh, mec, dit-il en s'arrêtant à quelques pas. J'ai entendu parler de ton accident. Tu vas bien ? Son faux souci m'a mis hors de moi. J'ai boité vers lui, chaque pas ébranlant mon genou. J'ai vu la peur briller dans ses yeux. Ma main a jailli. Sans réfléchir, je lui ai administré une gifle retentissante sur le visage. Pas un coup de poing.
C'était plus insultant que ça, le bruit sec audible sur le parking silencieux. Il a reculé, manquant de laisser tomber ses courses, les yeux écarquillés comme un enfant réprimandé. Si tu t'approches encore de moi, dis-je d'une voix basse, je ferai pire. Tu crois que je ne sais pas ce que tu as fait avec ma femme? Arrête ta fausse compassion. Il a porté une main à sa joue, balbutiant. Doucement, mec, ce n'est pas. J'ai avancé d'un pas de plus. Dégage. Va-t'en. Maintenant. Des gens nous regardaient fixement de l'autre côté du parking. Silvio a marmonné quelque chose et s'est éloigné à la hâte, boitant légèrement avec ses courses. Je tremblais, l'adrénaline montant en flèche, mais je ressentais aussi une satisfaction tordue. Peut-être que ça faisait de moi un méchant. Peut-être que je m'étais abaissé à son niveau. Tout ce que je savais, c'est que je ressentais une infime mesure de soulagement après des mois de rage contenue. Ce soir-là, Barbara a appelé depuis un autre numéro au hasard, probablement le téléphone d'une amie. J'ai reconnu sa voix instantanément. « Tu as giflé Silvio en public ?» cria-t-elle. « Ce n'est pas parce que j'ai trompé que tu as le droit d'agresser mon ami. Il menace de porter plainte. » Je laissai échapper un rire. « Il peut porter plainte pour ce qu'il veut, dis-je. Dis-lui de me poursuivre. Je partagerai chaque message, chaque relevé bancaire, chaque détail de votre liaison. Ça ne l'aidera peut-être pas au tribunal, mais ça le mettra sûrement dans l'embarras. » Elle renifla. « Tu es diabolique. Tu te crois tellement au-dessus des autres. Je n'ai jamais vu ce côté de toi. C'est parce que j'en ai fini de te laisser me marcher dessus, Barbara. » Elle fit une pause, puis rétorqua. « Tu vas le regretter. » Elle raccrocha. Une semaine plus tard, j'ai appris par Reggie que Barbara avait refusé de signer les papiers de divorce initiaux à moins que je ne lui verse une somme forfaitaire pour détresse émotionnelle. Nous avons convoqué une réunion d'urgence dans le bureau de Reggie. J'étais assis sur un petit canapé tandis que Barbara me faisait face de l'autre côté d'une table basse. Elle portait un chemisier chic que je n'avais jamais vu, ce qui ne faisait que me rappeler l'argent qu'elle avait détourné de notre compte. Elle me fusillait du regard, les bras croisés rigidement. Reggie a fait la plupart du travail. Barbara, nous avons des preuves de votre liaison extra-conjugale, ainsi que des journaux de messages et d'appels téléphoniques qui montrent que vous avez négligé Everett pendant une crise médicale importante. Si cette affaire est portée devant un juge, vous risquez de perdre plus que vous ne gagnerez. Les lèvres de Barbara se sont pincées en un rictus. Il a pris nos meubles, dit-elle. Il vit la grande vie dans le trou à qu'il a trouvé, me laissant avec une maison vide. Il a giflé Silvio. Regardez-le. Il est violent. Il m'a bousculé l'année dernière, aussi. Elle mentait, inventant des accusations au hasard pour me dépeindre comme l'agresseur. Vous avez des preuves? Demanda Reggie, les yeux plissés. Parce que j'ai des piles d'appels téléphoniques et de relevés bancaires. Et aussi tout un personnel hospitalier qui témoignerait que vous n'êtes jamais venu une seule fois. N'oubliez pas l'appel téléphonique que vous lui avez enregistré. Guéris vite ou crève rapidement. C'est bien votre voix, n'est-ce pas? Elle rougit, me fixant avec une haine pure. On verra bien. J'ai un fils adolescent. J'ai droit à une pension compensatoire. Une pension alimentaire. Une pension alimentaire pour un enfant qui n'est pas le mien? Dis-je calmement, bien que mon cœur batte la chamade. Vous ne m'avez même jamais laissé l'adopter légalement, vous vous souvenez? Elle me lança un regard noir. Reggie lui rappela gentiment que le père biologique de Gage avait une responsabilité financière partielle, pas moi. C'était d'ailleurs la raison même pour laquelle je n'avais pas pu l'adopter au début. Donc, si Barbara voulait une pension alimentaire, elle devait courir après le vrai père de Gage. Cela la laissa désemparée. Plusieurs heures d'allers-retours argumentatifs se sont terminées avec Reggie lui tendant des papiers de divorce révisés. Elle les fixa avec rage, la poitrine haletante, puis griffonna sa signature. Nous étions fixés pour une audience finale dans environ un mois, mais cette signature était un pas énorme. En quittant le bureau de Reggie, j'ai souri. C'était un sourire mesquin et laid, mais je m'en fichais. Barbara était obligée d'affronter la réalité qu'elle avait tenté d'éviter. Alors que je partais, elle siffla, « Tu vas payer pour ce coup monté sur le parking. Sylvia ne laissera pas passer ça. Il est humilié. » J'ai haussé les épaules. Il s'est humilié tout seul en se faufilant dans mon lit avec toi. Effectivement,
le week-end suivant, j'ai reçu une enveloppe d'un avocat local affirmant que Silvio avait des motifs pour une action en justice. Reggie a dit que c'était du vent. Pourtant, cela a ajouté de la tension, et j'ai passé plusieurs nuits blanches à attendre qu'une bombe juridique explose. Mais finalement, tout est retombé comme un soufflet. Peut-être que Silvio s'est rendu compte que l'embarras public ne valait pas une seule gifle. 2 semaines passèrent. Ma routine s'est installée. Kinésithérapie quotidienne, demi-journée à un travail de bureau auquel j'avais été réaffecté pendant ma convalescence, et soirée à trier des cartons dans mon nouvel appartement. Pendant ce temps, j'ai retrouvé suffisamment de force pour jeter les béquilles. Parfois, une vague de culpabilité me frappait, me rappelant le moi plus jeune qui avait promis d'aimer Barbara dans la maladie et dans la santé. Puis, je me rappelais comment elle avait tordu ses vœux, priant pour que je meure simplement rapidement. Elle avait dû découvrir des moyens astucieux de financer son style de vie, car j'ai vu ses publications sur les réseaux sociaux, déjeuner chic, mini-virée shopping. Elle avait soutiré de l'argent du compte joint avant que je ne le bloque. Peut-être avait-elle essayé d'ouvrir de nouvelles lignes de crédit. Qui sait? Ce que je savais, c'est qu'elle retournait à Nashville, encore un autre voyage de week-end. Bernice m'a envoyé un SMS avec le plan. Barbara part avec Gage vendredi matin pour une partouze de tromperie. Comme je le pensais en privé, bien que qui connaisse sa motivation réelle, cela signalait une chance de finaliser la dernière vague de possession. Elle avait encore quelques articles qui étaient à moitié les miens, quelques anciens portraits que nous avions commandés, du matériel coûteux dans mon ancien atelier qui avait été rangé, ainsi que quelques appareils électroniques. J'ai pris des dispositions pour rencontrer une petite équipe de déménagement samedi. Samedi matin, je me suis garé devant mon ancienne maison. La pelouse de banlieue parfaite que j'avais l'habitude de tondre tous les dimanches était non coupée et broussailleuse. Barbara avait publié la voiture d'un ami dans l'allée, donc peut-être que Sylvia était de retour, ou que c'était quelqu'un d'autre. Mais ce matin-là, personne ne semblait être à l'intérieur. J'avais une clé, alors je me suis laissé entrer. Mon estomac s'est noué alors que je me dirigeais directement vers le garage. J'ai soigneusement retiré exactement ce qui était à moi. Caché derrière un établi se trouvait un tout nouveau souffleur à feuilles que j'avais acheté pour cet automne. Je l'ai pris. Sans regret. Elle ne m'avait laissé aucun choix. J'étais en train d'emballer la dernière rallonge à l'arrière du camion quand j'ai entendu une portière de voiture claquer. Je me suis retourné et j'ai aperçu Barbara remontant l'allée en trombe, un sac à bandoulière autour de l'épaule. Elle portait une jupe courte et d'énormes lunettes de soleil sur la tête. La peur et la fureur m'ont assailli. Je pensais qu'elle ne reviendrait pas avant dimanche. « Qu'est-ce que tu fous » cria-t-elle, sa voix résonnant. « Tu n'es pas censé être ici. »« C'est ma maison », espèce de elle s'est jetée sur moi. J'étais tellement surpris que j'ai reculé, oubliant que ma jambe était encore sensible. Elle a attrapé le col de ma chemise, ses ongles me griffant le cou. « Tu crois que tu peux continuer à me faire ça, prendre ce qui est à moi ?» Je l'ai repoussé, ma paume sur son épaule, plus pour me protéger que pour autre chose. Mais dans ma poussée, elle a perdu l'équilibre. Ses talons ont dérapé sur une petite surface de trottoir humide près de la piscine. Elle a trébuché en arrière avec un cri de surprise et a basculé dans l'eau. Splash. Elle a disparu sous la surface. Pendant un instant, je suis resté planté là, abasourdi, à regarder les vagues. Puis elle a refait surface, crachotant, le mascara coulant. Espèce d'ordure. Elle hurla. Tu as fait ça exprès. Je serrai les poings. Le col de ma chemise était toujours de travers à cause de sa prise, et de la sueur coulait sur ma tempe. Tu m'as attaqué la première, Barbara. Je te l'ai dit, tout ce que je prends est légalement à moi. Tu as signé ces papiers. Ses yeux crachaient du venin alors qu'elle se débattait dans le bassin peu profond. J'ai remarqué un bleu sur mon avant-bras, sûrement dû à ses ongles, une légère brûlure. Je vais appeler la police, a-t-elle menacé, la voix tremblante. Je vais dire que tu m'as agressé. Que tu as essayé de me tuer. Bonne chance. J'ai un déménageur comme témoin, ai-je répondu en pointant du pouce le type abasourdi qui se tenait derrière le camion. Son expression disait clairement qu'il voulait être n'importe où sauf là. Barbara s'est traînée jusqu'à l'échelle, l'eau ruisselant sur elle. Elle s'est hissée hors de l'eau, dégoulinante, grelottante, malgré la chaleur du soleil. Tu vas t'en souvenir, a-t-elle sifflé. Tu vas regretter de m'avoir humilié. Elle était presque à bout de souffle à cause de la fureur,
le visage déformé. Si je ne la connaissais pas, je dirais qu'elle pourrait vraiment essayer de m'assassiner sur le champ. Au lieu de ça, elle est partie en trombe, en jurant entre ses dents. Elle a laissé des empreintes de pas mouillées le long de la terrasse de la piscine, sur la pelouse, puis elle est montée dans sa voiture et est partie en rugissant, probablement pour trouver un téléphone et continuer à me dépeindre comme le méchant. Le déménageur s'est raclé la gorge maladroitement. Alors, on finit de charger? Oui, ai-je dit. On finit. Et on se casse d'ici. En moins d'une heure, tout était emballé. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison qui était autrefois mon foyer. La porte d'entrée était grande ouverte parce que Barbara était partie dans une rage folle sans se soucier de fermer quoi que ce soit. Le salon était déjà à moitié vide, et maintenant le garage était dépouillé. Mon dernier morceau de cet endroit avait disparu. Bien que ma colère mijotait, un sentiment de mélancolie s'est niché à côté. Tant d'années, tant d'illusions. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée et j'ai remis ma clé au déménageur, qui me l'a rendue avec un regard confus. J'ai réalisé que c'était une mémoire musculaire de l'ancien temps, quand je me souciais encore de la propreté et de la courtoisie. Ce soir-là, je suis retourné à mon appartement, j'ai tout déballé et j'ai essayé de regarder un film de fin de soirée, mais mon esprit ne voulait pas se calmer. Je ne voyais que Barbara se débattant dans l'eau, le visage tordu par la trahison, comme si je lui avais arraché la vie à laquelle elle s'était habituée. Mon téléphone a explosé à nouveau. Avec des SMS. Cette fois, j'ai fait défiler les messages, en les lisant vraiment. Pauvre type sans valeur. Tu vas payer pour m'avoir humilié. J'ai les ongles cassés. Tu m'as jeté dans une piscine et tu as ruiné mon téléphone. Silvio dit que tu es un animal. J'aurais aimé que tu sois mort à l'hôpital. Et ainsi de suite. J'ai bloqué son numéro. Je laisserai Reggie s'en occuper. 4 jours après ce fiasco, j'étais à mon travail, faisant de mon mieux pour me concentrer sur la lente transition vers des tâches normales, quand Bernice m'a envoyé un SMS critique. Attention. Gage fait équipe avec ta femme. Il pense que tu paies pour ses études. Pourrait essayer de te coincer. J'ai juré entre mes dents. Gage s'était toujours attendu à ce que je paie sa future scolarité. J'étais d'accord avec ça, à l'époque où je pensais que nous avions une vraie famille. Maintenant? Pas question. Effectivement, ce soir-là, je revenais de l'épicerie, les bras chargés de sacs, quand une voix derrière moi a aboyé, et, le vieux, ouvre. J'ai failli laisser tomber mes clés. Je me suis retourné pour voir Gage me regarder avec un air furieux, appuyé contre la rampe de l'escalier devant mon appartement. Son attitude respirait la bravade adolescente. « Comment es-tu entré dans l'immeuble » ai-je exigé. La porte était ouverte. Il a menti. J'ai juré entre mes dents, soupçonnant qu'il avait suivi un autre locataire à l'intérieur. Il s'est approché, le menton en avant. Maman a dit que tu as annulé le fonds pour les études. Tu as pratiquement ruiné mon avenir. Elle m'a dit que tu refusais de payer un centime. J'ai laissé échapper un souffle tremblant, luttant contre l'envie de le repousser. Tu n'es plus ma responsabilité, Gage. Plus maintenant. J'ai essayé d'être ton beau-père et tu m'as traité comme une merde. Tu m'as dit de mourir. Tu m'as dit que je ne te manquais pas. Eh bien, devine ce que ça veut dire. Je ne te dois rien. Il a lâché un rire furieux et s'est approché jusqu'à ce que nous soyons presque nez à nez. Des conneries. Tu m'as promis que tu m'aiderais pour l'université. Tu ne peux pas simplement te défiler. Je peux et je l'ai fait. J'ai essayé de rester calme, mais la colère m'a envahi. Demande à ton père biologique ou à ta mère. Ou fais comme tout le monde. Trouve un emploi, demande des prêts, des bourses. Il a écarté les bras. Tu t'entends, le vieux? Tu sais à qui tu t'attaques? Je vais te faire vivre un enfer si tu ne me donnes pas cet argent. Ces mots ont déclenché quelque chose de froid en moi. Je me suis avancé, gardant une voix basse mais menaçante. Fous le camp de mon perron, Gage. Tout de suite. Son visage s'est crispé de fureur. Tu crois que j'ai peur de toi? Tu nous as déjà volé à la tire. Tu as fait passer maman pour une idiote. Tu ne peux pas simplement me mettre de côté. J'ai dit, casse-toi. Il s'est précipité devant moi, essayant d'entrer dans mon appartement. J'ai attrapé son épaule, je l'ai fait pivoter et j'ai utilisé ma jambe, maintenant plus forte, pour le repousser.
Il a trébuché contre le mur du couloir, en jurant. Tu sais quoi? Tu vas le regretter. Il a tonné. Puis, dans un mouvement si rapide que je l'ai à peine vu, il s'est baissé, a ramassé une brique qui traînait sur un chariot d'entretien dans le couloir. Quelqu'un devait être en train de réparer un mur et l'a lancé sur ma berline garée devant la fenêtre. Il a décrit une autre trajectoire avant de s'écraser sur le pare-brise dans un fracas épouvantable. Des éclats de verre ont giclé sur tout le siège avant. Mon cœur battait la chamade. Qu'est-ce que t'es complètement dingue, hurlai-je, laissant tomber mes courses. Tu vas me payer la fac. Ou la prochaine fois, ce sera ta tronche, grogna-t-il. Tu m'entends? Une rage folle m'a envahi pendant une fraction de seconde. J'ai eu envie de le plaquer, mais je me suis forcé à reculer. Au lieu de ça, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de la police. Je signale des actes de vandalisme, une violation de domicile et une menace de violence, dis-je, les yeux rivés sur Gage. Ma voix tremblait. Oui. 211, East Waterside, bâtiment B. On vient de fracasser le pare-brise de ma voiture. Tu ne peux pas être sérieux, balbutia Gage, le visage se décolorant. Tu appelles les flics sur ton propre beau-fils? Tu as perdu le droit de m'appeler beau-père le jour où tu m'as dit de crever. Maintenant, fous le camp ou attends qu'ils viennent t'arrêter. Il resta là, réalisant que j'étais inflexible. Vraiment. À ce moment précis, un résident plus âgé sortit d'un appartement voisin, observant la scène. Moi au téléphone, Gage fulminant, le pare-brise brisé de la voiture bien visible sur le parking. La police arrive à sirène en sourdine environ 10 minutes plus tard. Gage se tenait près de la cage d'escalier, espérant probablement que je me calme. Mais ma décision était prise. Trop, c'est trop. 2 agents sortirent de leur véhicule, prirent des dépositions, photographièrent le pare-brise brisé et remarquèrent la brique à l'intérieur de la voiture. Gage tenta de faire passer l'incident pour un accident, inventant une histoire abracadabrante sur le fait d'avoir trébuché. Cependant, nous avions les images de la caméra de surveillance du couloir. Ils visionnèrent l'enregistrement, qui le montrait clairement en train de lancer la brique avec une intention malveillante. Une vague de satisfaction froide m'envahit lorsque je vis les agents lui passer les menottes. Il cracha dans ma direction, criant que je le trahissais. Je suis simplement resté silencieux, enfermé dans une acceptation engourdie que c'était l'issue inévitable. Tu vas le payer, Everett. Tu ne peux pas me faire ça, hurla-t-il alors qu'il l'emmenait. Je vais te ruiner. Je ne dis rien. Un des agents me fit un signe de tête bref, puis suivit l'autre alors qu'ils emmenaient Gage. Le couloir se fit silencieux, à l'exception de ma propre respiration saccadée. Après leur départ, je me suis traîné jusqu'à ma voiture, évaluant attentivement les dégâts. Le pare-brise était un nid d'araignée de fissures. La portière côté conducteur portait de nouvelles rayures profondes faites à la clé dans la peinture. Probablement la pitoyable tentative de vengeance de Gage. J'ai contacté un service de remorquage et j'ai expliqué la situation. Au moment où ils sont arrivés, j'étais épuisé, debout là avec des courses éparpillées dans le couloir de mon appartement et un sentiment de réalité brisée. La figure paternelle insouciante que j'avais autrefois aspiré à être avait disparu. J'ai téléphoné à Bernice. Il a été arrêté, dis-je, la voix rauque. Il s'en est pris à ma voiture avec une brique. Jésus, murmura-t-elle. Ce gamin a craqué. Tu veux que je vienne? Pas ce soir, répondis-je. J'ai des affaires d'assurance à régler, et je dois appeler Reggie. Merci quand même. Elle soupira. Tu as fait ce qu'il fallait. Prends des photos de tout. Garde une trace de tout ça. J'ai raccroché, j'ai pris quelques grandes respirations et j'ai rangé les courses. 1 heure plus tard, mon téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Probablement un des numéros de Barbara. Tu brûleras pour ça, disait-il. J'espère que tu es content. Ironiquement, j'étais plus calme que je ne l'avais été depuis des semaines. J'en avais fini de les laisser me manipuler. Barbara et Gage avaient tous les deux allumé cette guerre, et je refusais de rester leur victime plus longtemps. 3 jours s'écoulèrent. Reggie confirma que Gage serait probablement accusé de violation de domicile et de dégradation de biens. Le coût du pare-brise, en plus des rayures sur la portière, serait à sa charge. Barbara protesta en disant que Gage était mineur, mais il avait 16 ans, assez grand pour savoir ce qu'il faisait. Les autorités, cependant,
prenaient cela au sérieux. Ils lui proposèrent un programme de déjudiciarisation s'il acceptait de payer des amendes. Je m'attendais presque à ce que Barbara débarque avec des menaces ou des larmes. Au lieu de ça, j'ai appris par Bernice que Barbara avait essayé de le faire sortir de prison, mais qu'elle n'avait pas les fonds nécessaires et que personne n'était prêt à se porter garant. Elle a finalement appelé ses parents, qui étaient apparemment furieux des actions de Gage, et de moi, sans doute. Mais je n'ai pas cédé. Le vendredi matin, j'ai décidé de finaliser certains documents avec Reggie pour l'audience finale à venir. La date officielle du divorce approchait, et j'avais l'intention de régler tous les détails. Au bureau de Reggie, nous avons appris que Gage était tenu de payer des amendes de réparation pour les dégâts causés à ma voiture, probablement quelques milliers de dollars. S'il ne pouvait pas payer, Barbara devrait mettre la main à la poche, compte tenu de sa situation financière précaire. C'était leur problème, pas le mien. J'ai quitté le bureau de Reggie avec un étrange mélange de triomphe et de vide. Après tout ce remue-ménage, voici la résolution, Gage condamné à une amende, moi libéré de toute obligation. Mon téléphone vibra avec un autre message d'un numéro inconnu. C'est de ta faute. J'espère que ta nouvelle vie vaut le prix. Je remis mon téléphone dans ma poche sans répondre. Wow. Tusind tak, Lykke. Du har bare ikke mechanics, mate. Nej, jeg kan godt se. Jeg kan godt se det. Det er ikke for kønt. Jeg skal lige have den her sang på.
Jeg skal lige se, om det her er den rigtige. Uden hvem?